Oui, bonjour à tous. Bienvenue donc à l'IRCAM. Je suis heureuse de vous accueillir aussi nombreux aujourd'hui sur cette question de l'intelligence collective et du co-développement des pratiques professionnelles. Nous allons passer, alors pour moi, un temps assez court, parce que 2 heures, ça passe très vite, surtout quand on va essayer à la fois de vous donner quelques apports sur ce que c'est que pour nous, en tout cas l'organisme Expression, qui est un organisme de formation et d'intervention psychosociologique, l'intelligence collective. Donc on verra qu'aujourd'hui, l'intelligence collective, c'est un peu un concept qui est un peu éclairé aujourd'hui, mais nous, les psychosociologues, en tout cas moi, depuis longtemps, nous nous intéressons à cette question du groupe et à cette question de la dynamique de groupe au service d'une tâche, d'un résultat. On y reviendra tout à l'heure. Mais je voulais d'emblée préciser que notre référence, notre approche de l'intelligence collective, c'était la psychosociologie. Voilà, donc en tant que psychosociologue, je disais que le groupe, c'est important. Et les interactions dans un groupe, c'est aussi important. Et on essaie, dans notre organisme, quand c'est possible, de mettre un lien entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, comme on vous l'avait annoncé, il va y avoir une participation de votre part. On va co-construire aussi cette rencontre de 2 heures. Donc 2 heures, c'est court. En même temps, donc, il va falloir essayer de timer au niveau du cadre. Donc, dans un premier temps, il va y avoir quelques apports un peu théoriques que je pourrais faire donc, avec un PowerPoint, méthode pédagogique classique, on va dire. Ensuite, nous aurons des témoignages. Nous avons le plaisir d'accueillir 3 personnes qui, dans des situations différentes, ont été amenées soit à mettre en place des groupes de co-développement, soit à les animer, soit à participer à des groupes de co-développement, et qui vont un peu éclairer aussi leur point de vue sur cette question. Ensuite, il y aura une interaction avec la salle, et ensuite on vous proposera un travail en petit groupe. Voilà. Donc vous voyez, ça fait beaucoup, et le travail en petit groupe, on vous proposera d'avoir un restituteur dans chaque petit groupe. Donc une implication dont on est conscient, assez importante, mais pour moi, l'intelligence collective et le co-développement, ça demande une implication. Donc, on va être tous impliqués aujourd'hui dans cet atelier. Voilà. Alors, je vous propose de commencer un petit peu donc, sur l'apport théorique. Alors, je suis consciente à moi-même, je suis dans le cadre. Je vais essayer. Comme je dis toujours en formation, souvent je transgresse. Alors, j'annonce un cadre et puis j'ai du fois du mal avec le cadre. Mais en tout cas, en tant que psychosociologue, et surtout, quand on essaye de construire l'intelligence collective, pour moi, c'est important d'avoir un cadre. Voilà. Donc, pendant une quinzaine de minutes, je vais essayer de tenter de vous dire ce que c'est que pour moi l'intelligence collective et en quoi le co-développement des pratiques professionnelles peut aider à construire cette intelligence collective. Voilà. Et donc, dans un deuxième temps, on écoutera donc, des témoignages. Voilà. Alors, je trouve que c'est intéressant, déjà, de mettre en lien l'intelligence collective et le co-développement des pratiques. Pour moi, le co-développement des pratiques, c'est un moyen, parmi tant d'autres, de développer l'intelligence collective. Donc c'est un peu ce qu'on va essayer de vous démontrer aujourd'hui, c'est en quoi cet outil, parce qu'on peut faire des beaux discours sur l'intelligence collective, et puis se dire, oui mais ok, moi je suis pour l'intelligence collective, mais comment on fait ? Voilà. Donc pour moi, le co-développement, c'est vraiment un moyen de développer cette intelligence collective. On va voir que bien sûr, c'est pas garanti. Moi je dis toujours, j'ai pas de baguette magique, et quelquefois on voit bien dans les institutions, on va dire, il faut développer de l'intelligence collective, mais quand on analyse et qu'on regarde, on ne voit pas beaucoup d'intelligence collective. Donc, voilà, il faut être très humble sur ces sujets-là, pour moi, et se dire, voilà, on a un outil, ça reste un outil, le co-développement au service de l'intelligence collective. Alors,
d'où je parle. Pour moi, c'est très important. Je suis revenue tout de suite sur cette question de la psychosociologie, parce que sur l'intelligence collective, on voit aujourd'hui qu'il y a des approches très, très différentes. Alors souvent, donc il y a des intervenants d'expression qui sont là. Souvent, on me dit « Oh, mais Christine, tu nous embêtes avec la psychosociaux, on est tous psychosociaux. » Non, pour moi, tout le monde n'est pas psychosociaux. Alors moi, je me suis formée à la RIP. Pour moi, c'est très important de donner cette référence. La RIP, c'est l'Association de recherche en intervention psychosociologique. Et pendant des années et des années, dans des groupes d'analyse de pratique, de co-développement, de régulation, j'ai essayé de comprendre comment fonctionnaient des groupes. Donc c'est la RIP des années 2000. Ensuite, moi, ma posture, c'est que je suis aussi directrice. Donc, je suis aussi confrontée à une équipe. Et comme dans toutes équipes, c'est pas toujours simple. Voilà, donc c'est de cette place-là aussi que je parle de l'intelligence collective. J'interviens aussi depuis une vingtaine d'années. Et du coup, les dispositifs que je conduis sont aussi des dispositifs qui peuvent aider à l'intelligence collective, mais on ne peut pas parler de tous les dispositifs en même temps, sinon on mélange tout. Alors, vous voyez, je vous donne ces dispositifs qui existent. Je pourrais vous en parler, je suis très bavarde, c'est pour ça que je disais que je vais avoir du mal à respecter le cadre. Pour moi, bien sûr, il y a des définitions très différentes, mais aujourd'hui, on va se centrer sur le co-développement des pratiques professionnelles. Effectivement, un des dispositifs qui est assez proche, c'est l'analyse des pratiques. Pour moi, l'analyse des pratiques, c'est différent quand même. On va beaucoup plus sur l'analyse, et on y reviendra tout à l'heure. Celui qui conduit le groupe va davantage se centrer sur cette analyse. Mais je reviendrai sur ce que c'est que pour moi le co-développement des pratiques. Alors, par ailleurs, vous voyez, à Expression, on travaille aussi beaucoup sur l'interculturel et la discrimination. C'est des approches qui sont d'origine différente aussi. Le co-développement, on y reviendra tout à l'heure, ça vient du Québec. L'analyse des pratiques, pour moi, l'histoire, c'est Balint, qui était un psychanalyste. Voilà. Ensuite, la supervision. Pour moi, la supervision, c'est le dispositif qui est juste avant la thérapie de groupe. Parce qu'on va davantage parler de soi. Alors, on reviendra tout à l'heure sur le GoDev, on parle aussi de soi, mais ce n'est pas la visée première. On parle surtout de ce qu'on fait dans le co-développement des pratiques, de ce qu'on fait au travail. Et puis, vous avez dernier dispositif, c'est la régulation institutionnelle. Donc, moi, j'étais psychosociologue avant qu'on parle des risques psychosociaux, mais pour moi, la régulation institutionnelle, c'est un dispositif qui est au service du travail sur les risques psychosociaux. Voilà, donc je vais m'arrêter là sur la définition des 4 dispositifs, mais je vous dis, pour moi, on pourrait aussi travailler sur ces dispositifs qui peuvent permettre aujourd'hui de travailler sur l'intelligence collective. Alors, qu'est-ce que c'est que l'intelligence collective ? Je vous disais, pour moi, donc, elle concerne l'ensemble des processus collectifs. Alors déjà, processus collectif, intelligence collective, c'est vivant, ça bouge. Moi, je suis psychosociologue, pour moi, l'intersubjectivité, c'est-à-dire le fait qu'on soit un sujet, une personne avec des affects, c'est très important pour construire l'intelligence collective. Dans l'intelligence artificielle, il n'y a pas trop de subjectivité. Là, moi, en tant que psychosociologue, je m'intéresse à l'intelligence collective, mais avec cette question de l'intersubjectivité et de l'inconscient qui existe bien sûr dans le groupe. C'est une réflexion, bien sûr, après partagée, mais on va partager cette réflexion avec chaque individu qui est différent d'un autre individu. Alors, c'est un art. Oui, pour moi, aujourd'hui, je revendique le fait que ce soit un art. Ce n'est pas une technique. Quelquefois, les gens vont techniciser. On y reviendra sur le co-développement des pratiques. Mais comme c'est difficile, il va y avoir première étape, deuxième étape, troisième étape. Alors, est-ce que je suis dans la première étape ? Oui, mais non, mais là, je n'ai pas le droit de dire ça. Du coup, pour moi, à un moment donné, on n'est plus vivant, on n'est plus dans ce qui émerge de chaque individu, mais on est trop dans quelque chose de technicisé. Donc c'est un art, voilà. C'est pas simple à définir aussi ce que c'est qu'un art. Alors c'est l'art de maximiser simultanément la liberté créatrice. Alors oui, dans l'intelligence collective, pour moi, il y a une forme de liberté. Ben oui, si on est trop dans le cadre, je vous disais, moi, à la fois, je suis consciente qu'il faut un cadre, et en même temps, des fois, je vais transgresser le cadre. Mais vous voyez, pour moi, le cadre, ça aide la créativité. Et donc, l'efficacité collaborative, ça veut dire que c'est aussi au service d'une tâche, d'un résultat. L'intelligence collective, alors je vais un peu avancer parce que je suis en train de me rendre compte que je prends beaucoup de temps.
Oui, c'est pas simplement un collectif. Hein. C'est un collectif qui se réunit, mais pour faire quelque chose, avec une visée particulière. Sinon, on ne développe pas l'intelligence. Alors, ça, c'est fondamental pour moi. Dans l'intelligence collective, on part du principe que c'est plus que la somme des intelligences individuelles. Et ça, c'est pas facile, parce qu'on va voir, il y a la question de l'expertise. Aujourd'hui, on a trop souvent tendance à penser que celui qui sait, c'est-à-dire qui a l'intelligence, c'est l'expert. Or, dans l'intelligence collective, on part du principe que seule une personne ne détient pas forcément cette intelligence, et que surtout, si elle la confronte avec d'autres, on peut avoir un groupe qui est plus intelligent. Alors, ça, c'est le dernier point important aussi, c'est ce que je vous disais, l'intelligence collective suppose qu'on va aller chercher aussi les savoirs qui sont fondés sur l'expérience. C'est pas simplement l'expert, je sais, mais dans le groupe, il y a aussi des gens qui ont un savoir parce qu'ils ont l'expérience. C'est les fameux savoirs pratiques aussi qu'on retrouve dans la définition de la compétence. Donc dans le groupe, on va aller chercher toutes ces formes de savoir, toutes ces formes d'intelligence, et on va partir du principe que si on sait les mettre ensemble, alors on sera plus intelligent. Alors, je vous disais, c'est plus qu'un collectif de personnes, parce que souvent on entend « Ah ben on fait un groupe, donc on est intelligent ». Pas forcément. Le groupe, ça dépend comment on va conduire ce groupe. Mais il ne suffit pas d'être en groupe pour faire de l'intelligence collective. Ça, c'est très clair pour moi. Voilà. Donc, elle suppose le développement des qualités des interactions. Donc, ça veut dire qu'il faut accepter l'interaction et accepter l'autre différent. Il faut accepter la confrontation. Alors, moi, avec Benassayag et Yves Clos, le CNAM, Benassayag, c'est un psychanalyste, je fais l'éloge du conflit. Oui, pourquoi je fais l'éloge du conflit? Parce qu'on n'est pas habitué aujourd'hui à se confronter à l'autre différent. Donc l'idée, c'est pas de chercher le conflit à tout prix, mais l'idée, c'est de se dire, tiens, si je fais jouer vraiment qui je suis, ça, je suis pas tout à fait d'accord. Donc il faut que j'ose le dire. Et aujourd'hui, on ne sait pas dire. Il y a vraiment, vous voyez, notre organisme s'appelle Expression, mais je sens que des fois, il y a tellement de difficultés simplement pour dire, voilà, je suis pas d'accord. Voilà, donc ça suppose qu'on va confronter les logiques, les questionnements, les doutes aussi. Ce que je sais, c'est que je ne sais rien, Socrate. Moi, je trouve que je réhabilite le doute aujourd'hui. Pour faire de l'intelligence collective, il faut accepter de remettre en question ce qu'on sait. Donc, accepter aussi qu'on peut apprendre de l'autre, qu'on peut apprendre en groupe. Si on se dit, non, je sais tout déjà, donc qu'est-ce que j'apprends ? Pas grand-chose. Par contre, si on se dit « Ah, non, je vais apprendre de l'autre et je vais apprendre en groupe », là, il y a des choses qui peuvent se passer. Donc, aussi, dépassement des stratégies individuelles. Aujourd'hui, dans les institutions, et là, je dis aussi bien dans le social, dans le médico-social, dans l'entreprise, on est beaucoup sur des postures de stratégie individuelle. Donc, voilà, si on est stratégie individuelle, si c'est ma pomme et encore ma pomme, je ne vois pas où est l'intelligence collective. Mais l'idée, c'est de dépasser ça. Bien sûr, l'empathie, l'empathie au sens de Serge Tisserand, c'est-à-dire se mettre à la place de l'autre, s'en différencier et apprendre de la relation. Vraiment, j'insiste, parce que pour moi, si on ne fait pas preuve d'empathie, on ne peut pas développer de l'intelligence collective. Et essayer de se confronter aux valeurs de l'autre. On a tous des valeurs différentes, dans tous les groupes. Des fois, on a ici, dans cette institution, on a les mêmes valeurs. Impossible pour moi. On a tous des valeurs différentes. Donc, vous voyez, on n'a pas besoin d'aller chercher l'interculturel pour se dire que « Ah, mais tiens, mon vécu fait que je n'ai pas la même valeur que toi. » Alors, on peut avoir des valeurs communes. C'est ce qu'on va chercher dans l'intelligence collective. Alors, l'intelligence collective, une fois qu'on arrive à la mettre en place, avec toutes les conditions qu'on a pu voir, ça crée de la valeur. Donc voilà, pour voir si on est en intelligence collective, est-ce que j'ai créé quelque chose, du sens partagé, au moins, de l'innovation, de la créativité, ça on a vu, et puis donc ce fameux dépassement d'une compétence individuelle. Donc l'intelligence collective, c'est plus que la somme des compétences individuelles, parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui se crée dans la confrontation entre chacun. Alors, maintenant, le co-développement des pratiques professionnelles. Donc, je vous disais, c'est un outil. Pour moi, il a été théorisé par Payette et Champagne, donc des Québécois. Alors, l'intérêt du co-développement des pratiques professionnelles par rapport à l'analyse de pratiques, c'est que justement, et c'est pour ça que ça en fait l'objet aussi d'apprentissage, pour moi, dès l'instant où on sait conduire un groupe,
On peut mettre en place et conduire des groupes de co-développement des pratiques professionnelles. Le dispositif un peu basique, mais avec les témoins tout à l'heure, ils vont, j'imagine, aussi développer ce dispositif. Moi, je dis en gros, il faut du temps pour construire le groupe. Le dispositif, c'est 8 séances de 3 heures pour un groupe de 8 à 12 personnes. Bien sûr, ça, c'est le basique. Mais on va voir qu'on peut... Vous voyez, ce matin, moi, je vais vous mettre en atelier, je vais vous proposer, on a réfléchi ça en équipe, vous allez être confrontés, et il n'y aura pas 8 séances de 3 heures. Mais voilà, quand même, je trouve que c'est important de savoir que pour vraiment être dans une dynamique de codev, il faut du temps aussi. Surtout dans une époque où on n'en a pas. Au moins, il faut être conscient que, voilà, on a un peu... on s'écarte un peu du dispositif de départ. Donc, dans le cas d'une séance de 3 heures, il est possible de travailler 2 à 3 situations. Alors là, je rentre pour moi dans ce qui est la spécificité du co-développement. Dans le co-développement, chaque participant va s'engager à apporter une situation. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une situation ? On peut faire là encore des grands discours et pendant longtemps sur tiens, mais est-ce que ça c'est une situation ? Est-ce que c'est une problématique ? Est-ce que c'est en lien avec du jeu ? Est-ce que c'est en lien avec le métier ? Est-ce qu'il faut avoir tous le même métier ? Bon, pour moi, ce qui est important, c'est qu'il y ait quelqu'un qui parle avec du jeu J-E, ça peut être du jeu J-E-U, mais qui parle de ce qu'il fait. Voilà, je pratique comme ça et je m'interroge, en gros. C'est ce qu'on va vous demander de faire tout à l'heure. Donc, il faut que les participants s'engagent à faire ça. Et du coup, je vous donne rapidement le déroulement. Là encore, je suis consciente que je vais très vite. L'idée, c'est sur une situation, on choisit la situation. Donc vous allez voir tout à l'heure, on va accélérer le processus parce que normalement, le processus, ça prend 1 heure, 1 heure et demie. Et je vous disais, on peut traiter de 2 à 3 situations dans une séance de 3 heures. Et là, on n'aura qu'une demi-heure tout à l'heure. Donc on choisit une situation. Le participant présente la situation et on amène le groupe en fait à travailler sur cette situation problématique. Donc le participant peut ou pas demander une demande en disant moi, je crois que Maria m'avait donné un exemple dans la petite convocation qui vous a été envoyée. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand je conduis un groupe, je ne sais pas quoi faire avec ceux qui prennent du temps, comme je suis en train de le faire par exemple. Voilà, donc ça c'est la demande. On va explorer en groupe. Donc, c'est-à-dire que chacun va pouvoir dire là, je ne comprends pas très bien, est-ce que tu peux clarifier ça ? Et une fois qu'on a compris, alors là, dernière phase très importante, on va proposer des pistes de solutions, de plans d'action, en sachant qu'on n'est pas à la place de l'autre. Et que l'autre a toujours le droit de dire oui, mais là, non, ça, j'entends ce que tu me dis, mais je ne suis pas tout à fait d'accord. Voilà. Mais l'idée, c'est que le groupe aide et à permettre à la personne d'avoir un peu un plan d'action. C'est-à-dire se dire, voilà, maintenant, je vous ai apporté ma problématique, merci beaucoup. C'est ça, le groupe, à aider la personne à non seulement y voir plus clair, mais aussi avoir des pistes d'action. Voilà. Et le dernier temps, pour moi, qui me paraît aussi important, alors vous voyez, là, j'ai déroulé les 7 étapes. Des fois, on n'a pas forcément le temps de les faire toutes, mais c'est un petit temps de régulation. C'est-à-dire que pour moi, le groupe de co-développement des pratiques, c'est un groupe qui doit aider l'ensemble des participants. C'est pas le pugilat. C'est pas ma merde, si j'avais su, j'aurais pas parlé parce que là, on est en train de me dire que je sais pas faire, que je suis nulle, qu'il y a longtemps que tout le monde sait bien qu'il faut faire comme ça. Et voilà. Donc l'idée, c'est quand même un groupe qui est plutôt bienveillant et contenant. De toute manière, on l'a vu tout à l'heure, pour moi, pas de possibilité de développer l'intelligence collective s'il n'y a pas de l'empathie. Voilà. Alors, les conditions de mise en œuvre quand on est dans une institution. Former les animateurs, donc là on commence, mais j'entends que c'est peut-être pas juste 2 heures d'atelier ici qui va pouvoir vous permettre d'animer des groupes de co-développement. Acceptation par l'institution de l'apprentissage collectif. Ça, il y a du travail à faire là-dessus. Quelquefois, c'est investi, ok, on veut bien mettre en place un groupe de codev, mais on n'y croit pas vraiment que le groupe va être plus fort, va pouvoir développer plus d'intelligence qu'un individu. Encore une fois, attention, quelquefois, vous voyez, l'intelligence collective, c'est pas pour tout, pour résoudre tous les problèmes, et c'est pas tout le temps. Mais justement, comme c'est à contre-courant par rapport à, on va dire, la culture d'aujourd'hui, où on va plutôt chercher l'expertise, et on manque de temps,
il faut quand même que l'institution soit consciente que, OK, on va développer de l'apprentissage collectif, mais que ça va demander du temps et qu'il n'y aura pas forcément des résultats à très court terme. Reconnaissance de la place et du rôle de chaque acteur, oui. Chaque personne dans le groupe peut dire des choses. Voilà. Même si c'est un néophyte, enfin, on pourra revenir sur ces questions-là. Moi, je trouve que des fois, les néophytes, ceux qui connaissent rien au métier, ben, ils vont poser des questions un peu naïves et finalement, ils vont faire progresser tout le monde. Donc, il faut que l'institution valorise le travail d'équipe, du collectif et de l'intelligence collective. Et donc, ce que je disais, reconnaître l'importance du temps. Hein. Si on n'a pas le temps ou si on veut un objectif à court terme, ça ne marche pas. Voilà, bah écoutez, je suis désolée d'avoir déjà, moi, pris quelques minutes de plus. Et donc, nous allons écouter donc, les témoignages. Hein, donc, nous avons la chance d'avoir 3 témoins qui ont ou conduit ou participé à des groupes de co-développement. Donc, je pense que c'est Jean-Christophe qui commence. Hein, donc, je vais le laisser se présenter. Ensuite, Evelyne Moneuse et ensuite Karine. Alors, pour ce faire, on va les écouter une dizaine de minutes. Hein, donc... et les 3 les uns après les autres, hein, sur leurs témoignages différents. Et ensuite, il y aura une quinzaine de minutes de questions autour à la fois de ce que c'est que le co-développement, l'intelligence collective et leurs témoignages. Donc, Jean-Christophe, vous avez la parole. Merci beaucoup, Christine. Bonjour à toutes et à tous. Alors, moi, aujourd'hui, je suis en effet directeur général de l'association Géniobris. Géniobris, c'est une association qui existe depuis un peu plus de 60 ans, qui œuvre dans le médico-social auprès d'enfants et d'adolescents qui présentent des troubles du comportement. Voilà, pour présenter rapidement ce que l'on fait. Et en fait, si je viens vous apporter un témoignage aujourd'hui, c'est parce que, avant d'être directeur général de cette association, je travaillais à Sciences Po, au sein du département de formation continue, l'Executive Education, où j'étais responsable du développement. Et il y a 10 ans, on a mis en place ce qu'on appelle aujourd'hui du co-développement, qu'à l'époque nous appelions du tutorat collectif, parce que cette notion de co-développement n'était pas très répandue, en tout cas en France. Hein. Christine vous expliquait que le concept a une vingtaine d'années au niveau québécois. Bon, en France, on est toujours un peu en retard. Le tutorat collectif, il avait pour objectif, dans le cadre d'un groupe de télécom, de travailler sur de la formation de nouveaux acheteurs. Et c'était particulièrement important parce que il y avait une volonté au niveau du groupe, de faire en sorte que cette direction des achats, qui est une direction qui est très technique, hein, les acheteurs, je pense que vous en voyez dans vos différentes entreprises, quelle que soit leur typologie, ce n'est pas le métier qui semble le plus glamour a priori. Et pour autant, pour le groupe, c'était en revanche un métier qui rentrait complètement en résonance avec la stratégie de ce groupe. Et lorsqu'on a mis en place ce tutorat collectif, se posait la question de savoir si justement ça allait être valorisé au-delà de la performance individuelle sur est-ce que la personne va devenir un bon acheteur ou pas. Est-ce que le fait de pouvoir se dire on va utiliser justement des notions qui sont de l'intelligence collective, faire en sorte que les personnes puissent discuter entre elles, est-ce que ça va être valorisé ou non? Évidemment, au début, ce n'était pas particulièrement évident. Et puis, lorsqu'on a présenté le dispositif, lorsqu'on a invité un certain nombre de personnes, de décideurs, à assister à une partie de ces réunions de tutorat collectif, ils se sont rendus compte de la valeur que ça pouvait avoir et de ce qui pouvait s'en dégager. Et c'est ce qui a permis, et je crois que c'est un point qui est majeur dans la méthode et dans les conditions de réussite d'un co-développement, c'est de faire en sorte qu'au niveau du groupe, voire au niveau le plus élevé du groupe, ce soit reconnu et que ce soit valorisé. Et nous, si vous voulez, dans le dispositif qu'on a mis en place, alors c'est un dispositif qui menait à un certificat de Sciences Po à la fin, co-défini par l'entreprise et par Sciences Po, eh bien, on a eu, à un certain moment, le numéro 1 du groupe ou le numéro 2 qui venait pour la remise des certificats. Et cette reconnaissance, ce n'est pas simplement de l'affichage de communication,
c'est un élément qui est clé. Si on veut faire en sorte que le co-développement, l'intelligence collective, ça puisse essaimer dans un groupe, au sein d'une structure, il faut qu'il y ait un engagement au plus haut niveau pour montrer que oui, ça peut fonctionner et que oui, ça a de la valeur. Parce qu'en même temps, Christine le soulignait particulièrement bien, il faut du temps. Aujourd'hui, c'est clair que personne n'a du temps. Et dans le même temps, on s'aperçoit quand même que les équipes perdent souvent beaucoup justement de temps à discuter de choses qui ne vont pas être directement utilisables pour elles. Le fait de pouvoir passer du temps dans notre dispositif, il s'étalait sur 6 à 8 mois, grosso modo, et on avait une séance mensuelle qui durait entre 3 et 4 heures, parce que chaque séance avait une finalité qui était différente. Donc, nous, pour le coup, c'était assez articulé autour d'un certain nombre d'outils méthodologiques, de manière à faire en sorte que les personnes puissent avancer. On avait des groupes qui étaient des groupes un petit peu plus importants, parce qu'on pouvait monter jusqu'à 12 participants. Voilà, c'était minimum 6 participants, maximum 12 participants. Et en revanche, lors de chaque session, alors ça, en termes de gestion du temps, c'est pas évident, mais c'est quelque chose qui nous était assez utile. Au cours de chaque session, chaque personne présentait l'avancement de sa propre situation. Bon. Je ne dis pas que c'est jouable dans tous les cas de figure, mais nous, c'était un point qui nous semblait extrêmement important par rapport à des personnes qui étaient nouvelles dans un métier. Voilà. Et ça a permis, lorsqu'on a mis en place donc, ce dispositif, donc c'est un dispositif qui a été mis en place en 2007, qui court encore aujourd'hui. Donc vous voyez, 10 ans après, ça existe toujours, avec des modalités qui ont un petit peu évolué, mais finalement pas tant que ça. C'est-à-dire que le socle que l'on avait mis en place il y a 10 ans, il est toujours là. Et ce dispositif, il a permis de valoriser un peu plus de 200 acheteurs. Donc vous voyez, ça fait quand même un certain nombre de personnes, ça fait un nombre de personnes assez importantes. Et ce co-développement, aujourd'hui, on le voit pour des personnes qui ont évolué dans leur carrière. C'est deux choses qui sont importantes, et ça me semble vraiment clé. Un, c'est un tremplin, c'est-à-dire qu'on avait des personnes qui, dans leur job précédent, étaient considérées comme ne faisant pas véritablement l'affaire. Et donc, les RH se sont dit, bon, voilà, il y a cette direction des achats qui veut développer quelque chose, envoyons-les dans les achats, on verra bien ce que ça va donner. Ces personnes-là sont parfois, aujourd'hui, responsables d'une équipe de plusieurs acheteurs. Donc, non seulement ça leur a servi pour eux en tant que pratique professionnelle quotidienne, mais ça leur a aussi permis de rebondir sur le plan professionnel et de devenir eux-mêmes des personnes qui encadrent des personnes qui rentrent dans ce dispositif. Voilà. Et ça aussi, c'est un point qui me semble assez important, en tout cas par rapport à ce que nous souhaitions faire, c'est faire en sorte de pas simplement développer des techniques, pas simplement développer de l'intelligence collective, même si, soyons très clairs, c'est ça le cœur de ce que l'on voulait faire. Et c'est aussi faire en sorte que les personnes ils trouvent un moyen pour redonner du sens par rapport à leur activité professionnelle. Voilà un peu pour cet exemple. Moi, aujourd'hui, je suis commanditaire de 2 sessions d'analyse de pratique qui sont notamment animées par Expression. Mais je crois que dans le dispositif que nous avons et nos sessions d'analyse de pratique, alors il faudra qu'on discute avec Olivier pour savoir si c'est de l'analyse de pratique ou si c'est du co-développement que l'on fait. Mais je crois qu'il y a une chose qui est importante, et en tout cas qui à mes yeux est essentielle, c'est que quand on propose du co-développement, et quelles que soient les responsabilités des personnes qui le font, puisque dans l'association Génie Aubry, on le propose aussi bien à des psychiatres ou des psychologues qu'on le propose à des assistants familiaux, c'est-à-dire un peu toutes les catégories de salariés que l'on peut avoir, c'est faire en sorte qu'il y ait une volonté commune d'avancer, de partager sur ce que l'on fait, les difficultés auxquelles on est confronté, et avoir cette volonté d'aller de l'avant, parce qu'il y a 2 éléments dans les dispositifs de méthode un peu sur comment est-ce qu'on fait pour mettre en place, pour animer ce co-développement. Il y a 2 points qui sont majeurs et qui ne sont pas toujours évidents. Premièrement, clarifier la situation. Parfois, on peut être sur des situations qui techniquement sont extrêmement compliquées, et c'est toujours difficile pour une personne d'expliquer et de clarifier auprès d'autres personnes qui ne partagent pas
exactement le même problème, ce qui est le vrai sujet pour elle. Ça prend du temps. Et la deuxième chose, c'est d'arriver à formuler une demande. Souvent, on arrive avec un état de fait, un constat, mais à partir de là, dire voilà ce dont j'aurais besoin, en fait, c'est extrêmement compliqué. Et je pense que ces deux points-là, si dans vos co-développements, il y a du temps à y passer, c'est sur ces deux éléments-là. Voilà, j'ai été suffisamment long, alors je vais essayer de passer. Super, merci beaucoup Jean-Christophe qui a fait apparaître plein de points tout à fait intéressants. J'insiste sur la question institutionnelle. Effectivement, il faut que l'institution valorise et soit en accord avec ce qui est proposé dans le co-développement ou sur la question de l'intelligence collective. Et puis, effectivement, les différentes étapes, ça peut paraître simple quand on le voit sur un PowerPoint, mais c'est extrêmement compliqué à faire vivre tout ça dans une dynamique qui ne soit pas trop technicisée. Merci Jean-Christophe. Donc, nous allons écouter maintenant Evelyne, qui va témoigner en fait de sa participation dans un groupe de co-développement. Donc moi, je suis manager dans l'informatique dans une grosse société d'assurance. Chez nous, en fait, il y a eu la création de la direction du développement de l'intelligence collective en 2008, donc ça fait quelques années déjà. Le but, en fait, c'était que ça soit comme un laboratoire pour tout ce qui est comportemental, relationnel, et notamment sur les aspects managériaux. Donc c'est les managers qui ont été formés en premier, enfin les hauts managers. 8 ans après, donc le constat à fin 2016, on a 1050 co-développeurs dans le groupe, donc un gros panel, dont 550 sont toujours en activité, c'est-à-dire qu'ils se réunissent régulièrement dans des groupes. Alors le parcours chez nous, il s'articule de la manière suivante. En fait, on a 3 journées entières où on est regroupé dans des groupes de 15 personnes, pendant lesquelles en fait, on nous apprend la méthode. Donc, il y a une méthode un peu plus complexe, je crois. Enfin, elle a été complexifiée chez nous. Donc, on nous apprend la méthode, on la met en pratique. Et puis, en même temps, on voit des aspects sur la communication, comme la communication non violente, les niveaux logiques, enfin, tout un tas de petits outils qui viennent rajouter en fait à l'intérêt de la chose. À l'issue de ces 3 jours, c'est là qu'on forme un groupe vraiment qui normalement a vocation à rester le même. Donc nous, c'est des groupes de 6 à 8 personnes, un peu moins nombreux. Et donc pendant 6 séances, c'est des demi-journées entières. Donc on fait des séances avec un coach qui peut être soit un coach interne à l'entreprise, soit un coach externe. Donc toutes ces journées vont nous permettre en fait d'acquérir vraiment la méthode. Et nous, à partir de la 10e séance, en fait, on passe en autonomie complète. C'est-à-dire que le groupe est capable de s'autogérer. L'animateur, ça ne sera pas forcément le même à chaque fois. Voilà, ça dépend un petit peu de la volonté des gens. Et il y a quand même un coach qui revient toutes les 4 séances, histoire de voir qu'on est toujours dans le processus, qu'il n'y a pas de dérive, on va dire, au niveau du groupe. Alors une séance, donc j'ai dit c'était une demi-journée. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, en plus, c'est une entreprise avec plusieurs enseignes et plusieurs sites géographiques éloignés. Donc il y a des gens pour qui venir faire une séance de codev, ça revient à partir tout le matin et rentrer tard le soir. Donc la séance, elle dure une demi-journée, donc 4 heures, on va dire. Et nous, dans une séance, en fait, on traite une seule situation. Parce on commence par faire, un peu comme tu disais, enfin, nous, le retour sur la personne qui a présenté la situation la fois précédente, en fait, va venir dire où elle en est par rapport à ça. Et les autres personnes du groupe vont lui faire encore un retour par rapport à ça, ce qui peut permettre de continuer le processus. Nous, on s'arrête juste à la fois suivante, en fait. On continue pas au-delà. Et en fait, il y a tout un démarrage de séance où on dit dans quel état d'esprit on est, et une fin de séance où on dit qu'est-ce qu'on a retenu, appris de la séance. Enfin, donc il y a vraiment un processus assez complet. Dans le cadre du co-développement, en fait, on fait également des journées de regroupement. Donc là, les groupes peuvent être mélangés, et des ateliers thématiques sur des thèmes un peu généraux. Enfin, il y a quand même un travail sur les émotions, un travail sur le questionnement. Donc plein de thématiques intéressantes et toujours en lien avec le co-développement. Donc comme je disais, donc au départ, nous, le co-développement était réservé aux hauts cadres, et en fait, petit à petit, ils ont fait des campagnes successives presque tous les ans pour proposer en fait le co-développement à d'autres personnes. Moi, en ce qui me concerne, j'ai commencé ça en 2013, donc ça fait 3 ans.
au départ, donc j'ai vu ça sur l'intranet du groupe. Je me suis dit, tiens, c'est co-développement, c'est quoi? Enfin, moi, je travaille dans l'informatique, développement informatique. Non, en fait, pas du tout. Voilà. Donc, il y avait mon responsable, en fait, qui avait fait un parcours de co-développement, enfin, qui était toujours actif et qui m'en a dit le plus grand bien. Donc, comme je lui faisais entièrement confiance, j'ai suivi ça. Et en même temps, moi, ce qui me motivait aussi, c'était de pouvoir rencontrer d'autres personnes du groupe qui ne travaillent pas dans l'informatique et qui travaillent sur d'autres sites géographiques, dans d'autres enseignes. C'était aussi l'occasion de faire des échanges. Alors, nous, la terminologie qu'on emploie, en fait, quand la personne qui propose la situation, on l'appelle le client. Et puis, donc, les autres personnes du groupe, ce sont les consultants. Donc, moi, ça m'a apporté vraiment des choses dans les deux postures. Hein. En tant que consultante, en fait, ça m'a permis de renforcer mes qualités d'écoute, d'empathie, comme tu disais, Christine. Ça m'a également beaucoup nourri, en fait, par rapport au plaisir que j'ai à aider les autres. On propose je ne sais pas si c'est fait un reflet quand la personne expose sa situation, en fait, on lui dit quelles émotions ça génère chez nous. Donc c'est un travail sur les émotions qui n'était pas forcément facile pour moi, mais que j'ai trouvé très intéressant. Et puis de manière claire, en fait, ça fait beaucoup travailler tout l'aspect questionnement, donc de faire des questions qui soient ouvertes, toujours dans un esprit positif. Et puis, en fait, c'est à la fois un questionnement exploratoire, mais aussi, après, ça va vers un questionnement orienté action, en fait. Et on essaie vraiment d'avancer au plus. Par rapport à l'aspect conflit que tu évoquais, en fait, nous, on appelle ça la bienveillance impitoyable. C'est-à-dire toujours l'esprit bienveillant, mais ça veut dire qu'on ne va pas lâcher, c'est-à-dire qu'on va vraiment obliger le client à réfléchir et en termes d'action, avoir des actions qui soient vraiment concrètes et pas un truc très vague qui leur a sorti comme ça, quoi. Et puis, donc, en fait, le fait que ce soit le même groupe qui se réunisse au fil du temps, donc il y a vraiment un esprit de groupe qui se crée et les liens se renforcent petit à petit, quoi. Donc, rien que par l'aspect consultant, on va dire que déjà la méthode, elle est riche et elle apporte beaucoup de choses. Mais en tant que client, c'est encore plus fort. Déjà, pour identifier des situations, en fait, ça oblige à prendre du recul par rapport à son activité. Après, une fois qu'on a déterminé que ouais, c'est vrai, cette situation-là, elle pose problème, donc après, ça oblige encore à prendre du recul par rapport à cette situation elle-même. Le fait, après, de l'exposer à un groupe et donc de développer, de donner un maximum de faits, ça permet aussi, des fois, de relativiser ou... Enfin, ça fait déjà évoluer, ça nous fait déjà évoluer nous-mêmes par rapport à cette situation. Et moi, dans mon cas personnel, en fait, j'avais évoqué le problème que j'avais avec un de mes collaborateurs qui avait postulé pour le même poste que moi. C'est moi qui avais été retenue, donc ça crée une certaine zone de tension. Et donc, quand j'ai exposé ma problématique aux consultants, le reflet et le retour et les questionnements qu'ils m'ont donné m'ont fait comprendre qu'en fait, le problème, il venait essentiellement de moi et pas de la personne. En fait, c'était moi qui étais vraiment empreinte de culpabilité par rapport à lui. Et en fait, j'étais systématiquement tendue quand j'allais le voir. Et une fois donc, le jour où j'ai exposé ma situation, j'ai eu un peu de mal à l'entendre. Et en fait, le déclic, il est venu quelques jours après. Je me suis dit, mais en fait, oui, c'est ça. Enfin, c'est moi qui me suis inventé des problèmes. Donc, j'ai réussi à me détendre vis-à-vis de cette personne. Et miraculeusement, tous les problèmes ont disparu. Alors, je ne dis pas que c'est comme ça tout le temps, mais ça peut être très fort, quoi, en fait, quoi. Et nous, la principale difficulté qu'on a au niveau du groupe pour fonctionner, c'est que comme justement on est multi-sites, que ça oblige en fait les gens à avoir une journée de disponibilité, la contrainte, c'est vraiment de trouver des créneaux qui conviennent à tout le monde. Enfin, c'est vraiment les problématiques de planning. Mais je pense que le jeu en vaut quand même la chandelle. Et il ne faut pas hésiter à devenir client parce que c'est vraiment très riche. Voilà. Merci beaucoup Evelyne pour ce témoignage. Alors nous allons faire preuve de bienveillance impitoyable, hein, je la retiens celle-ci. Et merci pour cette implication personnelle aussi, parce que on voit bien. Alors moi j'ai pas utilisé le terme de client, consultant, parce que bon j'aime pas beaucoup ces termes-là, mais c'est vrai que ça permet d'identifier qu'il y a bien une personne qui va s'impliquer fortement au début. Hein. Vous allez voir quand on va pratiquer tout à l'heure, ben oui, il faut qu'il y ait quelqu'un qui accepte de dire, ben voilà, pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, peut-être un peu plus, on va travailler sur ce que j'apporte moi. Et donc Evelyne a apporté un exemple. Et l'autre chose aussi très
intéressante, et Jean-Christophe, on en avait déjà parlé tout à l'heure, c'est le lien qu'on peut faire entre chaque séance aussi. Enfin, vous voyez, c'est-à-dire de commencer une séance en disant, bon, ben, quoi de neuf? Alors, je me disais, en termes méthodologiques, quand chacun peut effectivement dire où il en est de sa situation, pour celui qui conduit le groupe, il va avoir à gérer le temps. Mais je trouve que c'est bien de faire des liens entre chaque séance aussi, hein, de dire, ben voilà, où est-ce qu'on en est par rapport à la dernière fois? Et on voit bien aussi, ce que je trouvais intéressant dans le témoignage, c'est le fait qu'il puisse y avoir des groupes qui se conduisent tout seuls après. Hein, aussi. Donc on voit bien que l'expertise qu'on peut avoir dans le groupe d'analyse des pratiques, on peut très très vite l'acquérir dans la conduite du groupe. Hein. Je trouve que c'est intéressant dans cette expérience de voir que finalement après, il y a ce que tu disais, hein, le coach qui vient voir comment ça se passe, mais que le groupe peut être assez autonome dans le fait de mettre en place le co-développement. Donc merci Evelyne, on va écouter maintenant Karine, voilà, qui est consultante RH et coach interne. Enfin, tu vas te présenter, j'imagine, Karine. Bonjour, donc effectivement, je suis consultante RH et coach interne dans un grand groupe de l'énergie. Je mets en place et j'anime des groupes de co-développement depuis environ 2 ans. Alors on a organisé nos témoignages par ordre chronologique d'ancienneté un peu des expériences. Donc dans ma société, bon, il y a quelques groupes sporadiques qui existaient déjà depuis plusieurs années, mais il y a vraiment une émergence forte depuis 2 ans, en particulier dans un contexte d'accompagnement du changement, puisque c'est une société où il y a beaucoup de réorganisation, de transformation. Et du coup, ces dispositifs sont proposés en particulier aux managers pour les soutenir dans l'accompagnement du changement, pour leur offrir un espace d'expression et favoriser la solidarité et l'entraide entre eux, et aussi la créativité pour résoudre des problèmes de façon un peu plus innovante qu'ils le faisaient jusqu'à présent. Alors, ce qui a déjà été dit, et notamment pas mal développé par Christine, c'est le fait qu'il y a beaucoup de choses qui sont à contre-courant dans ces dispositifs. Et je voudrais développer un tout petit peu à partir de mon expérience. Notamment, une des choses qui est surprenante pour les participants et pour les commanditaires, c'est le fait qu'il n'y a pas d'experts, enfin que finalement chacun a son savoir et peut le partager à partir de son expérience. Et souvent, les RH nous disent est-ce qu'il faut inviter des experts de tel ou tel sujet? Ils disent non, l'expertise est dans le groupe. Et l'animateur n'est pas celui qui est censé avoir un savoir plus que les participants. Un autre aspect qui est particulier aussi, c'est qu'il n'y a pas de chef dans le groupe. Alors, on veille à ce qu'il n'y ait pas de lien hiérarchique entre les participants, ça c'est très important. Et du coup, ça facilite la liberté de parole et la confiance. Et j'ai l'exemple, par exemple, d'un participant qui, au bout de X séances, a dit c'est vraiment intéressant de pouvoir partager entre nous sans chef. Et du coup, moi-même, en tant que manager, j'ai proposé à mon équipe d'avoir des réunions où je ne suis pas là. Et du coup, c'est quelque chose qui fait un peu boule de neige et qui se transmet ensuite dans les pratiques managériales pour favoriser aussi cette liberté d'expression parmi les collaborateurs. Un autre aspect aussi qui surprend souvent, c'est le fait qu'il n'y ait pas de livrable, pas de compte-rendu. Alors ça, au début, ils sont un peu surpris de ça. Le fait qu'il n'y ait pas un résultat tangible matérialisé par un compte-rendu. Je voulais aussi dire quelques mots sur le temps et le lieu. Alors le temps, on en a déjà pas mal parlé. Le fait que ce soit sur la durée et le fait aussi qu'il puisse y avoir des temps informels. Alors nous, on privilégie, c'est pas toujours possible, mais quand on le peut, on privilégie des réunions sur la journée avec 2 séquences et pour avoir au moins le temps du déjeuner où il y a aussi des partages informels au-delà des séquences structurées. Et quand on le peut aussi en mode séminaire, en dehors des lieux de travail habituels. Alors bon, les finances font que c'est pas toujours possible, mais quand c'est possible, ça leur permet aussi d'être plus détendus. Et aussi d'éviter d'être happé par les collègues qui pourraient croiser dans le couloir. On insiste pour que les téléphones et les ordinateurs soient mis de côté. On demande aussi à ce que la salle soit organisée sans table. Alors ça surprend souvent aussi. Il y a même certains lieux où on a du mal à trouver des salles où c'est possible. Mais ça permet d'enlever les barrières. Et même s'il y en a toujours qui font une petite plaisanterie du style « est-ce que c'est le cercle des alcooliques anonymes ?» Bon, ça, on y a droit à peu près à chaque fois, lorsqu'on leur propose de s'installer sur des chaises en cercle. Mais assez vite, ils y voient un intérêt. Ce qui est aussi inhabituel, pour eux, c'est de s'autoriser à parler de leurs difficultés.
comme ça a déjà été dit, ça nécessite aussi vraiment une confiance. Alors cette confiance, on souhaite, enfin, dans l'idéal, c'est bien qu'elle soit déjà présente un peu au départ, mais elle se construit au fil de l'eau. Et souvent, on voit que plus les mois passent, plus les participants arrivent à aborder des sujets plus impliquants, à évoquer vraiment leurs difficultés, à ne pas se sentir jugés. Et un autre aspect qui est important, c'est la confidentialité. Alors ça, je me suis aperçue dans mon expérience. Au départ, je pensais que la confidentialité, il suffisait de le dire, que c'était une notion évidente pour tous. Mais en fait, j'ai vu que chacun n'avait pas la même notion de la confidentialité. Maintenant, je l'explicite beaucoup plus. Au-delà du contenu des sujets qui sont abordés, c'est aussi le processus du groupe. On a évoqué qu'il pouvait y avoir des tensions, des conflits, et c'est important que ça reste au sein du groupe pour que ça puisse s'élaborer et évoluer, et que les participants n'aient pas la crainte que ce soit évoqué, notamment auprès de leur hiérarchique. J'ai eu une expérience où un participant a été raconté ensuite à son chef qu'il y avait eu un conflit entre deux membres du groupe, et ça a eu des conséquences négatives par la suite. Donc maintenant, je suis très vigilante là-dessus. C'est d'autant plus difficile quand on anime des groupes qui sont au sein d'une même structure, où il y a des enjeux. Il peut y avoir des enjeux, des rivalités, des historiques entre les personnes. Et finalement, dans mon expérience, moins il y a de consanguinité entre les participants, plus il y a de diversité. Evelyne évoquait le fait de participants de différents sites. L'idéal, finalement, c'est quand ce sont des personnes qui ne travaillent pas forcément ensemble tous les jours. Et ça permet aussi plus de créativité dans les solutions qui sont proposées. Y compris quand certains participants n'ont aucune connaissance technique sur le sujet abordé par un de leurs collègues. Ça permet parfois d'avoir des solutions qui peuvent être beaucoup plus innovantes. J'ai un exemple notamment, au sein de mon entreprise, il y a un réseau de femmes qui est soutenu par l'entreprise, et j'anime un groupe dans ce cadre. Il y a plusieurs groupes qui sont proposés donc à des femmes qui sont de tout niveau, tout métier, toute direction. Donc, en général, elles ne se connaissent pas entre elles au départ, et c'est assez étonnant comment elles arrivent assez vite à s'impliquer sur des difficultés personnelles, notamment en tant que femmes, mais c'est pas forcément... les sujets peuvent être de tout ordre, mais assez souvent, elles abordent la difficulté d'être femme, et notamment d'être femme manager dans des structures souvent où il y a une majorité d'hommes. Il y a aussi souvent des émotions qui peuvent émerger. Et ces émotions émergent d'autant plus facilement qu'elles savent que les autres participants, elles ne vont pas les recroiser ensuite dans le couloir de leur service. On a eu notamment des personnes qui ont osé aborder, par exemple, des problématiques de harcèlement, qui ensuite ont pu évoluer. Alors, au-delà du groupe de co-développement, elles ont pu trouver des soutiens, puisque l'un des effets aussi de ce dispositif, c'est de favoriser la création de réseaux, y compris, alors l'idéal, c'est, comme le citait Evelyne dans son exemple, c'est quand il peut y avoir autonomisation du groupe, et quand l'animation progressivement peut être transférée au sein du groupe. Mais même quand ce n'est pas le cas, ce n'est pas toujours possible. Souvent, les participants témoignent que, y compris lorsque le groupe de co-développement ne fonctionne plus, ils ont beaucoup plus le réflexe d'appeler des collègues pour avoir du soutien par rapport à leurs difficultés. Et du coup, quand c'est le cas, on peut se dire qu'il y a un effet aussi finalement sur la culture d'entreprise pour permettre à cette solidarité en fait, de se développer au-delà des groupes de co-développement eux-mêmes. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là, je pense que... Oui, alors près dans le timing. Merci Karine. Alors on voit bien que en vous écoutant, j'étais en train de penser à l'intelligence collective. Je me dis c'est ça l'intelligence collective. Petit à petit, en écoutant chacun, on voit des points différents à creuser dans cette question du co-développement. Alors je trouve que dans ce que tu as évoqué, Karine, il y avait la question des liens hiérarchiques dans le groupe. Donc ça, on peut y revenir. Mais c'est vrai que moi, j'en ai pas du tout parlé. Est-ce qu'il y a un chef ou est-ce qu'il n'y a pas de chef, est-ce que le chef il est dans la tête ou est-ce qu'il est institué, enfin toutes ces questions-là, en tout cas il faut les poser, il faut les penser. Ensuite, je trouve que c'était intéressant aussi de revenir sur comment ça fonctionnait dans le groupe, alors bien sûr avec ces questions de la confrontation et jusqu'où ça peut aller avec
quelque chose dont je n'ai pas parlé aussi, de la confidentialité. Donc, c'est vrai, qu'est-ce qu'on peut rapporter de ce qui s'est passé dans un groupe de co-développement voilà, je trouve que c'est intéressant de se poser ces questions-là, de qu'est-ce qui va transpercer, voilà, avec y compris cette question que souvent, aujourd'hui, il faut des comptes rendus, des écrits. Or, là, je m'imaginais, effectivement, le groupe, il n'y a plus de table. Il n'y a plus de table, alors est-ce que c'est des alcooliques anonymes voilà, donc là, on se confronte, on n'a plus d'outils, on est seul face aussi aux autres qui sont là et on fait quelque chose ensemble. Voilà. Merci en tout cas pour vos témoignages. Et du coup, là, on vous propose entre 10 et 15 minutes d'échange, donc de questions par rapport à tout ce que vous avez pu entendre. Bonjour, merci pour ces témoignages. Moi, il me semble que la question de l'état d'esprit est fondamentale au démarrage de ce genre de groupe. Donc je suis vraiment curieux, donc c'est une question plutôt pour Evelyne. Vous disiez que dans le démarrage de la séance, on se posait la question dans quel état d'esprit on est. Alors moi, ma question, c'est qu'est-ce qui peut sortir de ce genre de questions, parce que on peut s'attendre à beaucoup de choses, et qu'est-ce que le groupe en fait ensuite pour pouvoir fonctionner. Ok. Là, non, c'est vraiment très, très général. Ça peut être dire je suis fatiguée, je suis énervée après mon chef. C'est vraiment la personne dit ce qu'elle a envie de dire. Ça peut aller du perso au professionnel ou un simple état d'être, quoi. Et là, il n'y a vraiment rien qui en est fait. C'est vraiment juste que chacun vide son sac, on va dire. Et puis ça permet d'être déjà ensemble, de créer un lien en fait, tous ensemble, quoi. C'est vraiment ça le but pour moi de ça. Peut-être ajouter un mot. Alors, nous, on pratique aussi ce moment-là qu'on appelle le moment de météo, où chacun peut dire un mot sur comment il se sent. Effectivement, parfois, ça passe assez vite, mais parfois, on passe plus de temps sur cette séquence-là parce que certains participants peuvent avoir besoin de poser ce qui les préoccupe pour être complètement disponibles, en fait, par la suite. Et c'est aussi pour ça que moi j'aime bien avoir un peu de marge sur la durée globale du groupe pour pouvoir être à l'écoute de ces états d'âme, parfois qui peuvent être parfois quand même de l'ordre de la souffrance, notamment pour les groupes de managers que j'anime où certains peuvent être vraiment en difficulté dans le contexte actuel. Bonjour, quelle différence faites-vous, quelle différence fondamentale entre les ateliers de pratique professionnels et le co-développement ? Alors, les ateliers de pratique professionnelle et le co-développement. L'analyse des pratiques et le co-développement, c'est ça. Alors, l'analyse des pratiques, pour moi, donc, l'origine, c'est Balint. Balint, c'était un psychanalyste. Et donc, il y a une visée qui est de travailler donc, sur ce qu'on fait, comment on le fait, mais plutôt avec des pairs qui font qui ont le même type d'activité. Je pense notamment dans le secteur social et médico-social, vous avez des éducateurs, des assistantes sociales, des médecins qui ont le même type de pratique et qui vont mettre en lien des pratiques qui sont plus semblables. Vous voyez tout à l'heure dans le codev, on a dit on va des fois chercher au contraire des gens qui sont complètement néophytes. Voilà, dans l'analyse des pratiques, les pratiques sont plus semblables, en tout cas au départ. Deuxième chose très importante aussi, c'est que c'est centré, comme le nom l'indique, sur l'analyse des pratiques. Enfin, vous voyez, c'est-à-dire qu'on va essayer plutôt d'analyser Balint, je vous disais, c'était un psychanalyste. Donc, celui qui conduit le groupe dans l'analyse des pratiques, il est censé, à un moment donné, plus se centrer sur cette question de l'analyse. Vous voyez, par exemple, normalement, un groupe d'analyse des pratiques, il y a toujours... celui qui conduit le groupe, il est expert, il connaît un peu quand même, il a quelques visions, quelques représentations de ce que font les gens dans les pratiques. Et il ne va pas dire, au bout de 4 séances, comme Evelyne le proposait sur le codev, bon ben voilà, maintenant le groupe est autonome, on peut faire tourner l'animation. Vous voyez, enfin moi j'ai jamais vu en tout cas un groupe d'analyse de pratique où on proposait, où celui qui conduit le groupe d'analyse des pratiques dit bon ben voilà, maintenant c'est plus moi qui conduis, je fais partie du groupe. Vous voyez, donc et alors dernière chose aussi, effectivement, l'analyse des pratiques vient de la psychosociologie clinique française, petit clin d'œil à Jean-Christophe, puisqu'on fait la comment tu disais, je sais plus,
J'ai déjà oublié la bienveillance, la impitoyable. Voilà. Effectivement, dans le co-développement, ça vient du Canada. Et c'est vrai que dans cette petite main, des fois, je dis, mais attendez, les psychosociaux français, mais ils avaient déjà pensé ces dispositifs. Hein. Mais effectivement, à l'analyse des pratiques, comme c'est une référence très analytique, quelquefois, ça fait un peu peur, parce que, bon, vous voyez, les gens disent la psychanalyse. Bon, dans les groupes d'analyse de pratique, même si c'est conduit par quelqu'un, hein, alors moi, vous voyez, je recrute des gens qui font de l'analyse des pratiques. Je pense que c'est bien quand même d'avoir fait un travail sur soi, parce qu'en même temps, hein, ça pose quand même la question, je pensais quand Karine commence à évoquer la météo, les gens qui commencent à se lâcher un peu, la souffrance, bah oui, bien sûr, aujourd'hui, vous avez tout ça dans les institutions. Si les gens commencent à se lâcher un peu, des fois, c'est important aussi d'avoir des animateurs qui peuvent contenir, hein, en disant attention, là, que ce soit analyse des pratiques ou co-développement des pratiques professionnelles, on n'est pas sur de la thérapie sauvage. Hein, j'en profite, je ne sais pas si, qu'est-ce que vous en pensez, mais ça peut être des glissements faciles. Hein. Autre glissement facile, ben ouais, il n'y a pas le chef. Ben, super, aujourd'hui, on peut trouver des boucs émissaires. Hein. Donc, on va refaire le monde, on va refaire l'institution, et là, on va déverser. Ça peut avoir un effet, hein, ça peut être intéressant, hein, des fois. Mais si on zoome là-dessus, pour moi, on n'est plus ni dans l'analyse de pratique, ni dans le co-développement, on est dans de la régulation institutionnelle. Hein, et là, il faut faire venir toutes les parties prenantes. Sinon, on ne fait pas de l'intelligence collective. Enfin, je ne sais pas si c'est clair. Hein, on peut répondre assez... Mais pour moi, il faut être quand même assez clair sur ce qu'on fait, pourquoi on le fait, comment on le fait. Et ça me permet de dire aussi que pour moi, quand on conduit des groupes, c'est bien d'avoir des temps un peu de supervision soi-même. Hein, je ne sais pas s'il y en a qui... c'est-à-dire pour réguler un peu ce qu'on fait. Hein, parce que, vous voyez, le groupe, ça peut être le meilleur des outils comme ça peut être le pire. Hein. Enfin, vous voyez, moi, je pense ça. Hein. Après, encore une fois, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Hein. C'est la bienveillance impitoyable, on peut le faire envers tout le monde. Et donc, allez-y, s'il y a des choses qui émergent. Et peut-être des gens veulent dire quelque chose, oui. Moi, juste très rapidement pour dire que pour moi, la grande particularité du co-développement, c'est que justement, on ne cherche pas à rassembler des personnes qui ont des pratiques communes. Et ça signifie aussi que pour la personne qui anime des sessions de co-développement, il faut accepter le fait que tout le monde dans le groupe n'a pas de pratiques en commun, n'a pas de socle commun et ne connaît pas les mêmes choses. Ce qui oblige aussi à certains moments à justement avoir des méthodes où on peut donner quelques outils que l'on s'approprie en commun et que l'on va utiliser ensemble pour pouvoir décrypter des situations. Mais en revanche, il faut accepter ça. Voilà, moi, je suis plus, c'est vrai, habitué au co-développppement qu'à l'analyse de pratique, parce que mes collaborateurs font de l'analyse de pratique, moi pas. Mais en revanche, là où le co-développement, pour moi, est sensible, et enfin, là où il a un véritable impact et une véritable puissance, c'est à partir du moment où, pour l'ensemble des personnes qui vont y participer, il y a cette idée de mettre en commun des situations, et à partir de là, de voir ce qu'ils vont pouvoir en retirer. Voilà. On n'attend pas nécessairement énormément de choses du co-développement a priori. En tout cas, du moins, il ne faut pas nécessairement attendre énormément de choses. En revanche, il faut pouvoir se dire à la fin d'une session de co-développement qu'on en a tiré des choses qui peuvent être extrêmement pratiques, extrêmement tangibles pour soi-même, ou bien pour les personnes que l'on a accompagnées. Voilà, mais il faut aussi qu'il y ait cette réflexion pour soi-même. C'est peut-être là où les deux, en effet, se rapprochent. Oui, merci pour vos 3 témoignages que je trouve vraiment convaincants. J'ai une question, c'est la notion de volontariat. Vous avez dit tout à l'heure, Evelyne, dans votre groupe d'assurance, vous avez vu ça sur l'intranet, vous vous êtes inscrit. Comment ça se passe dans les grands groupes? Est-ce que effectivement c'est basé sur le volontariat? Est-ce que c'est le manager qui propose? Et une fois qu'on est impliqué dans un groupe de codev, quel est l'engagement finalement? Est-ce qu'on est obligé entre guillemets, d'aller jusqu'au bout? Et enfin, quelles sont éventuellement les résistances chez les gens? J'imagine qu'il y a quand même des personnes qui ne rentrent pas du tout dans le truc, qui disent c'est n'importe quoi, je perds du temps, etc. Est-ce qu'il y en a? Ou peut-être pas finalement. Donc voilà, quelle est cette notion qui décide d'y aller et puis de rester ou pas, etc. Alors chez nous, c'est effectivement entièrement basé sur le volontariat. Donc j'ai parlé qu'il y avait 3 jours d'apprentissage.
Et en fait, les personnes peuvent, si elles rentrent pas, enfin, elles ne voient pas d'intérêt à la méthode, elles peuvent arrêter en fait à tout moment. Après, une fois que le groupe est constitué, il y a toujours la possibilité d'en sortir. Et en fait, ce qui est fait, c'est que, enfin, il y a des groupes peuvent être ressoudés. Enfin, s'il y a plusieurs défections en même temps, on essaie de garder le même groupe tant que faire se peut, mais bien sûr, chacun est libre de partir s'il a d'autres contraintes professionnelles ou juste simplement plus envie de le faire, en fait. Il y avait d'autres questions, d'autres points que j'ai pas. Les résistances par rapport aux gens qui sont une fois que le groupe est formé. Non, je dirais pas ça, parce que si vraiment la personne à un moment donné elle ne trouve plus son compte, je pense qu'elle demandera à ce moment-là à arrêter. Donc, quand les gens viennent, ils viennent vraiment avec la volonté de faire les choses. Et il n'y a pas, c'est pas imposé en tout cas de moi, ce que j'en ai pu en voir, en fait, j'ai jamais rencontré quelqu'un où sa hiérarchie lui avait imposé, par exemple, de participer à un groupe, quoi. Je peux apporter aussi un complément. Alors, dans mon entreprise, on est sur le principe du volontariat, mais concrètement, c'est pas toujours évident, parce qu'il y a parfois des entités où le directeur porte le dispositif et certains managers peuvent peut-être se dire qu'il vaut mieux être volontaire pour être bien vu, parce qu'il y a un peu une mode en fait chez nous de ce type de dispositif. Par contre, ce qu'on propose toujours, c'est qu'ils peuvent notamment arrêter à l'issue de la première séance. C'est-à-dire que la première séance, c'est un peu une séance découverte et test. Et ensuite, ils ont un peu de temps pour décider ou pas de s'engager. Et en principe, ce qu'on demande, c'est qu'une fois qu'ils sont engagés, c'est sur la durée. Donc autant de séances que de nombre de participants pour que chacun puisse être client au moins une fois. Mais j'ai quand même eu à plusieurs reprises la difficulté d'avoir des participants qui n'étaient pas complètement volontaires. Et en général, ça se traduit par une moindre implication. Ça se sent dans le groupe, ça peut parfois freiner un peu la dynamique du groupe. Mais pour le coup, dans l'animation, on essaye de faciliter et on peut envisager aussi que si vraiment la personne ne se sent pas bien dans le groupe, elle peut quitter le groupe en cours de cycle. C'est effectivement pas toujours simple. Et les résistances, on les voit. Alors souvent, ça évolue au fil du temps. Au départ, les difficultés qu'ont les participants à aborder des sujets sur leurs difficultés vraiment personnelles. Et la question, tout à l'heure, Christine disait le jeu, un JE. Souvent, on les aide en tant qu'animateurs à reformuler leurs questions pour que ce ne soit pas une question générale. Ils ont parfois l'impression qu'il faut que leurs questions intéressent tout le monde. Donc ils cherchent une question très générique, mais du coup tellement générique qu'on ne voit même pas quel levier ils peuvent avoir eux-mêmes. Donc il y a tout un travail qui est fait sur la question, parfois en amont du groupe, parfois pendant le groupe lui-même, puisqu'on a deux façons de faire. Parfois on prépare le sujet à l'avance ou on le fait en live pendant la séquence elle-même, pour aider le participant à ce que sa question soit plus à sa main aussi, parce que ça a d'autant plus d'intérêt qu'il va avoir des leviers pour résoudre son problème. Oui, alors question de volontariat, obligation, question de résistance. Là, c'est pareil, on pourrait en continuer d'en parler, mais on va faire court. Mais en tout cas, c'est des questions qu'il faut se poser. Et ça, quel que soit le groupe qu'on conduit pour moi, parce que c'est toujours à l'œuvre, en fait. Je trouve que c'est intéressant aussi de voir que la résistance, quelquefois on se dit non, tout le monde est volontaire. Vous voyez, moi sur des groupes de régulation, des fois j'arrive, non, tout va bien, on n'a pas de problème, avec un grand sourire. Et là je me dis oh là 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 là, qu'est-ce qu'il doit y avoir comme résistance, parce que j'y crois pas 2 minutes, sinon on m'aurait pas demandé d'intervenir sur de la régulation. Donc vous voyez, les formes de résistance, elles s'expriment, pour moi elles sont très en lien avec les mécanismes de défense, et on va tous se défendre, et puis plus c'est comme un oignon qu'on épluche, plus on va creuser, plus il va y avoir des défenses aussi et des résistances. Donc, vous voyez, pour moi, c'est tout le temps. Et cette question aussi, obligation, volontariat, elle se pose aussi avec des fois des gens qu'on a un peu plus ou moins obligés. Alors au début ils disent, et puis après moi j'ai entendu des gens qui disaient moi heureusement qu'on m'a obligé, parce que je savais pas que c'était ça. Vous voyez, et donc vous voyez, c'est une vraie question aujourd'hui de volontariat et obligation. Je vais proposer de prendre la dernière question, je crois que tu voulais intervenir, et ensuite on va vous proposer un petit exercice pour vous mettre en situation. Alors ce sera assez court, mais voilà, ça aura le mérite de vous confronter à un petit travail de groupe.
Question lyophilisée qui prolonge la précédente. On parle d'engagement. Quel est l'engagement budgétaire de cette affaire? Est-ce qu'il y a des attendus en termes de retour sur investissement, puisqu'il doit y avoir engagement budgétaire, une demi-journée pour quelques centaines de personnes? Et un très rapide témoignage. Je fais partie du centre des jeunes dirigeants. Et la notion de co-développement, elle est vécue dans le SAS qui nous fait rentrer dans ce réseau-là. C'est-à-dire pendant une année, on rencontre 8 à 10 pairs à raison de 3 heures tous les premiers mercredis du mois, par exemple. Et c'est absolument cimentant pour créer le réseau. Et la moyenne de séjour au centre des jeunes dirigeants, c'est 5 ou 6 ans. Et on continue le co-développement pendant ces années-là. Voilà. Et c'est vraiment un sas d'introduction dans le réseau, avec un désintéressement économique, puisqu'il n'y a pas de business à faire dans ces réseaux-là. Et on y fait des rencontres presque amicales et beaucoup de solidarité. Voilà. Donc c'est déterminant aussi de façon désintéressée au-delà du cercle de l'organisation conventionnelle ou de l'entreprise. Voilà, donc la question, l'engagement budgétaire, elle est posée un peu à vous trois. Alors, moi, ce que je peux dire, alors, nous, dans mon entreprise, on a fait le choix d'avoir un certain nombre d'animateurs internes. Alors évidemment, ça représente déjà un budget de formation, puisque ce sont des formations sur plusieurs jours. C'est du temps de travail quand même des salariés de l'entreprise. On fait aussi appel à des intervenants externes, donc au tarif classique qu'on peut connaître. En tout cas, on peut difficilement le présenter en tant qu'investissement et retour sur investissement d'un point de vue strictement économique. Et c'est pour ça que c'est souvent pas évident de convaincre nos commanditaires, nos clients internes, de l'intérêt de ce dispositif. Et ça fonctionne d'autant mieux. La plupart du temps, les directions ne sont pas obligées de mettre en place du co-développement. Et en général, quand ça fonctionne, c'est parce qu'il y a au sein de la direction, soit un directeur, soit un RH, qui est très motivé lui-même, qui parfois lui-même a vécu ce type de dispositif et qui du coup le porte, bien qu'il soit compliqué, en amont d'en démontrer l'utilité. Donc je ne réponds peut-être pas complètement à la question. Oui, il n'y a pas de chiffre. Le chiffre... Bon, après, on peut faire des calculs, hein, mais en tout cas, ce que ça rapporte, ce n'est pas facile à mesurer. Voilà, alors, merci. Juste un point. Alors, non, je ne vais pas non plus pouvoir donner véritablement de chiffres, si ce n'est... voilà, je dirais un dispositif. Moi, je crois que dans les dispositifs qu'on pouvait monter pour une quarantaine de personnes, on devait être quand même sur des dispositifs entre 100 à 150 000 euros. Voilà. Le retour sur investissement, je disais tout à l'heure que c'est important qu'il y ait une application au plus haut niveau des entreprises, et je crois que ça c'est essentiel, c'est-à-dire que si les dirigeants qui sont aux postes les plus stratégiques ne sont pas convaincus de la nécessité de ce co-développement, à un moment donné, ça va être vécu comme étant une manie RH ou un truc RH parmi d'autres. Voilà. Et dans les différentes entreprises où on a mis ça en place, moi j'ai toujours insisté pour qu'il y ait au niveau soit du numéro 1, soit du numéro 2, donc dans la direction générale, des personnes qui valident ce dispositif et qui soient capables à un moment de dire on engage les fonds qu'il faut et en effet le retour sur investissement il est incalculable. C'est ça. Merci en tout cas pour ces témoignages, pour ces questions aussi, tout à fait. Là encore, on continue de construire parce que je trouve que c'est des points importants à approfondir. Alors, donc là, finalement, on tient pas mal de timing, hein, parce qu'on s'était dit moitié du temps. Donc là, on va vous proposer une petite mise en situation. Donc, on va constituer 4 groupes. Donc 4 groupes qui seront là conduits par des intervenants d'expression ou proches d'expression, hein, donc qui ont a priori un petit badge. Hein, et donc, vous voyez, la salle n'est pas bien organisée pour le co-développement des pratiques. Hein, parce que, par exemple, vous ne pouvez pas vous retourner. Hein, alors, c'est vrai qu'on n'a pas pensé... Si on a évoqué un peu la question, Karine l'a évoqué, est-ce qu'il y a des tables? Il n'y a pas de table. Donc là, il n'y a pas de table, mais on ne peut pas bouger les chaises. Donc, comme on va faire 4 groupes, ce qu'on vous propose, c'est peut-être de vous retourner, hein, et de retrouver... Donc, il y a Olivier qui est un animateur. Je pense qu'il doit y avoir Charlotte qui est là-bas, il y a Muriel et puis moi-même aussi. Hein, donc moi, et c'est des groupes à peu près d'une dizaine de personnes. Hein. Donc les groupes, voilà. Alors peut-être avant de vous mettre en 4 groupes,
je donne les consignes de travail. Donc je vous disais que c'est important qu'il y ait toujours un cadre, même si des fois on le transgresse un peu ou on ne le respecte pas, au moins on est conscient qu'on l'a un peu dépassé. Alors ceux qui travaillent ensemble, ça peut être intéressant que vous vous dispatchiez. Vous voyez, c'est une